faire un témoignage, pour vider mon sac. Pour vider mon sac, parce que ce qui se passe dans ma vie actuellement, je commence à avoir peur. Je ne sais même pas si l'année va me finir. Je ne sais vraiment pas, je doute fort. Je doute fort. Je suis en train de broyer du noir actuellement. Et ça me fait autant plus peur parce que je ne pouvais pas imaginer que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de très proche, un ami, un frère, avec qui j'ai presque tout partagé. J'ai presque tout partagé. Et jusqu'au moment où j'ai su qu'il en était l'instigateur, en dehors de ce qu'il m'avait déjà fait, que j'avais décidé de passer l'éponge. À un moment, il faut qu'une trace reste pour qu'on sache qui il est exactement. J'ai connu cette année 2023, l'année 2023 qui vient de s'achever. J'ai connu des moments super difficiles. Déjà même bien avant, à partir de 2022, fin 2022, je ne comprenais plus rien à ma vie. Tout ce que je touchais pourrissait. Tout ce que j'avais, je perdais. Quand j'ai dit tout, du moins presque tout, parce que je n'ai pas perdu mes enfants. Je me suis retrouvé dans une situation où j'aurais souhaité que ce soit quelqu'un avec qui je n'ai pas un lien d'amitié. J'aurais souhaité que ce soit quelqu'un que je n'aime pas particulièrement. J'aurais trouvé ça légitime, mais que ça vienne de quelqu'un que j'ai pris comme mon frère, parce qu'il n'était pas un ami. On a commencé à ami, mais il est devenu plus un frère. Parce qu'on était tout le temps partout. Dans la mesure du normal. Alors, comment je connais Bruno Bidjan? Je connais Bruno Bidjan de fin 2017. En 2017, oui. Oui, en 2017, je pense. Quand il vient commencer le travail à Vision 4, moi j'ai été en tant que collaborateur externe. Je suis arrivé, je faisais mon taf, je suis rentré chez moi, jusqu'à ce qu'on me prenne un stage de pré-emploi, en essai. Et puis un jour, nous avons un directeur à cette époque, Ernest Obama. Il a fait créer le président de Bruno Bidjan, le fils de tel. C'est un enfant de la maison, il a son été là, mais maintenant il va vraiment travailler avec nous à plein temps. Comme ça, c'est que tout le monde sympathise en pleine salle de rédaction. Je vois un jeune comme moi, dynamique par rapport à ce qu'on parlait de lui pendant la réunion. Je me reconnais un peu en lui, un dynamisme vraiment, ça je ne peux pas le nier, un dynamisme vraiment de quelqu'un qui voulait vraiment faire des bonnes choses. C'est comme ça, après la fin de la rédaction, on se dit d'amitié, on se présente, on me dit bon, j'ai entendu parler de toi, t'as souvent vu à la télé, machin, truc. Ok, il me dit que bon, vraiment, on n'a pas de temps, il paraît que c'est toi l'un des meilleurs cadreurs ici, je voudrais vraiment travailler avec toi. Je dis, j'ai pas de soucis, je suis ici pour travailler. Au fil du temps, je fais uniquement, la plupart du temps, je fais des reportages avec lui, on sort, même des reportages à titre personnel, c'est moi qui contacte, on a voyagé beaucoup dans le sud. À deux, on n'avait rien. On a commencé cette fameuse route du sud ensemble, ça n'a pas été facile, mais on savait que quelque chose de bon allait en sortir. On a cheminé, on a passé de très bons moments, et des moments douloureux aussi. On a passé des moments douloureux aussi, mais on est toujours resté soudés l'un à l'autre, jusqu'en 2021, où tout a commencé à basculer. Alors je me retrouve dans une situation un peu inconfortable chez mon ex-employeur. Je suis suspendu pour une durée indéterminée pour quelque chose que je ne savais même pas de quoi on me reprochait, on me suspend. Je fais presque 8 mois au quartier. Mais après, je couvre un boulot ailleurs, en tant que monteur maison de production, Afrobeat Production, où j'étais d'ailleurs très bien payé. Mais durant ce temps que j'étais suspendu, j'attendais à ce que mon ami qui avait déjà la cote à la maison, il était déjà proche du PDG, il pouvait me faire revenir, mais que non. Mais le jour que je pars commencer le travail, vu que j'ai signé un nouveau contrat de travail, mon ami m'appelle ce jour, il me dit, bon voilà, je sais pas le boss, il faut que tu reviennes. Il a dit que tu viens, il dit que même, quand tu m'appelles aujourd'hui, vraiment je vais commencer le travail demain, parce que c'est d'ailleurs très bien payé, c'est 6 fois ce que je gagne à Vision 4 et les horaires sont tellement flexibles, on me demande de rien, je travaille à la tâche. Quand tu me demandes ça maintenant, je ne peux pas vraiment accepter. Il me dit non, vraiment, j'avais donné ma parole au boss, il faut venir. Moi, fais-moi plaisir ici, tu dis ce qui ne te plaît pas, tu prendras ta décision. Parce que j'ai appris que tu ne reviendras, tu as décidé de ne plus revenir. Je dis qu'effectivement, j'ai décidé de ne plus revenir, c'est pour ça que j'ai cherché ailleurs. Il m'a tellement supplié, il dit que bon, pour le lien d'amitié, de fraternité qu'on a, je vais venir. Je suis allé. J'ai passé toute cette journée avec une caméra de Vision 4, j'étais en reportage pour lui, d'ailleurs pour le boss en question. Mais à la fin de la soirée, c'est pas ce que mon ami m'avait dit. Il m'avait dit, bon, à la fin de la soirée, je vais te faire rencontrer le boss et puis vous allez parler, essayer de régler certains points, tu vas poser tes conditions. Il est même d'ailleurs prêt à accepter tout. Puis sauf qu'à ma grande surprise, à 17h, à l'heure à laquelle il a l'habitude de partir, je vois son cortège partir, il dit que mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller dans son domicile? Non, je suis venu ici pour le rencontrer. J'appelle mon ami, je lui demande, le rosier de partir, on ne s'est pas vu, qu'est-ce qui se passe? Il me dit vraiment, il faut venir demain, je dis que je ne peux pas venir demain. J'ai donné ma parole. Et tu me connais, je suis un homme de parole. J'ai donné ma parole, on m'a invité demain, donc je ne peux plus venir. Je suis venu, je me suis sacrifié toute une journée, j'ai travaillé pour vous. Je ne vous demande rien même d'ailleurs. Ça m'a fait quand même une certaine nostalgie, mais je ne peux plus être employé ici. Je suis rentré, j'étais un peu frustré de constater que mon ami m'a soit utilisé, à quelle fin je ne sais même pas d'ailleurs, soit c'est qu'on m'a encore négligé, mais je suis rentré et je suis passé à autre chose. Mais à ce moment, je commence à recevoir certaines nouvelles, certaines rumeurs que je négligeais même d'ailleurs. Je me dis, mais bon, le frère, il y a une histoire de papouze
qui s'est passé à Saint-Lima. Déjà, j'allais même oublier l'affaire de Saint-Lima. Où je commence à trouver mon ami Panette. On va en mission, c'était même pas mission, on va en balade à Saint-Lima. Une autorité du pays. On arrive là-bas. Moi, je ne suis pas seul. Je vais avec une amie très proche. On arrive là-bas. L'ambiance est bonne. On tape les divers, on boit du vin, on mange bien, on tape les divers. Après un moment, les deux s'éclipsent. Moi, je reste avec mon ami. Après, ils reviennent, les deux reviennent. Bruno et le monsieur, ils reviennent. La mine change. Je ne comprends pas pourquoi il me dit, mais qu'est-ce qui dérange maintenant? On décide d'aller dormir. Et puis, on rentre. On va rentrer le lendemain. Moi, je me disais que ça s'était bien passé. On était d'ailleurs parti pour une raison, pour parler d'un certain nombre de choses. Ce qu'on a d'ailleurs pas fait ce soir, juste après, il m'annonce que maintenant on va remonter sur Yaoundé. On rentre naturellement. Mais avant de rentrer à l'hôtel, il me dit vraiment, frère, il faut que je te parle. Il y a quoi? Il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Il me dit, en fait, le président n'a pas aimé que tu sois venu avec une fille. Pas même que tu sois venu avec une fille, mais que vous vous touchiez comme vous vous touchez là quand on n'était pas là. Il dit, mais comment vous savez qu'on s'est touché? Bien sûr, les vies que sont transparentes, mais si c'est ma petite, je ne vois pas pourquoi ça vous dérange. Peut-être parce que c'est chelou, je peux encore comprendre. Mais jusque là, je ne comprends pas encore la supercherie. Donc, il n'a vraiment pas aimé et peut-être que tu ne viendras plus ici. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je m'excuse aussi, ça va offenser. On rentre. Je ne dis même pas ça à mon ami en question. On rentre. C'est comme ça que pour moi, la route de Saint-Lima se coupe. Un projet qu'on a commencé d'ailleurs même à deux. Et au moment de porter les fruits, je suis écarté pour une raison que moi je cours un peu aussi un peu bidon. Mais je l'accepte. Et après un moment, je peux décider un peu de prendre mes distances. Après un jour, la fille en question essaie de me joindre toute une journée. Je suis injoignable. Un samedi matin, j'ai allumé mon téléphone vers l'après-midi. Elle m'appelle, depuis je t'appelle là, ton téléphone ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je dis que je ne comprends pas. Elle me demande pourquoi tu veux faire ce genre de coup. Est-ce que je dis que je suis ce genre de fille? Je dis mais je comprends pas, tu parles de quoi? Elle me dit, tu n'es pas ici à Saint-Lima. Je dis que non, moi ça fait longtemps que je n'étais pas à Saint-Lima. La dernière fois qu'on était ensemble là, je me rappelle même la dernière fois que j'étais à Saint-Lima. La dernière fois, je pense que c'était avec toi que j'étais à Saint-Lima, mais depuis j'ai pris le métier. Elle me dit, en fait, moi je suis à Saint-Lima. Je dis, mais tu fais quoi là-bas? Elle me répond, mais tu me demandes ça comment? Alors que c'est toi qui as demandé à ton frère de me faire venir à Saint-Lima ici. Je dis, mais je vais te demander à quel moment. Elle me dit, mais Bruno m'a appelé. Il m'a dit, tu as demandé qu'il m'appelle et que je vous retrouve à Saint-Lima, au même lieu que la dernière fois. Il me dit, moi je ne suis pas à Saint-Lima. Et si je voulais même d'abord te le dire, je serais passé vers toi directement, au moins te laisser un message. Elle me redit que c'est Bruno qui m'a dit de venir. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas passé bien ici. Je suis rentré et je suis très furax. J'arrive à Yaoundé et on se parle de vive voix. Elle raccroche, elle arrive dans la soirée. On ne se voit pas ce jour, on se voit plutôt le lendemain. Elle me dit comme quoi Bruno lui a demandé de venir à ma demande. Et arrivé là-bas, on lui a dit comme quoi j'étais dans une pause et puis le reportage n'est pas encore fini, je vais arriver après. Mais qu'à cela ne tienne, il va m'entretenir. Je dis il va m'entretenir, comme moi je comprends que bon, les commodités l'attente, autant que je rallie samedi dimanche. Mais à un moment, les propositions commencent à fuser de partout, du genre, vraiment on ne sait pas ce que tu fais avec Boudé, tu peux être plutôt avec elle, ou moi, tu auras plus, et Boudé n'a rien, il n'a pas d'argent, toi tu auras tout ce que tu veux, tu es une belle femme, tu n'es pas, il n'a pas ton niveau. Le genre de femme que tu es là, ce n'est pas avec ce genre de gars que tu vas être. Après, il demande vous voulez quoi concrètement? Je dis que non, on s'amuse bien comme on est là à Croix. Je dis que je ne comprends toujours pas s'amuser comment. Elle demande, mais Bruno, tu sais que je suis l'ami de ton frère, mais c'est quel genre de proposition que j'entends comme ça? Elle s'enflamme, parce qu'elle est un peu colérique, elle s'enflamme. Et ça se passe malheureusement pour elle, comme elle a dit, elle avait son agent de transport, elle est remontée sur Yaoundé. Je suis choqué, je suis étonné, je n'arrive pas à comprendre. Après, elle me dit, je t'avais déjà parlé de ton frère, que tu appelles ton frère ici chaque fois. Je suis venu te parler une fois quand toi et moi on s'est d'abord séparés. Tu l'avais appelé, quand j'avais tout cassé sur toi, c'est lui que tu avais appelé pour venir t'aider à résoudre ce problème. Quand tu as demandé à ton frère et ton ami de m'accompagner, il est parti me draguer en route. Je suis revenu chez toi dans la soirée pour t'expliquer, tu m'as dit que tu ne voulais rien entendre. Je peux comprendre que c'était la colère, que je n'avais pas encore digéré ce qui s'est passé entre toi et moi. Mais je suis venu cet après-midi-là te prévenir, tu m'as refoulé. Et je t'avais dit, un jour tu vas me chercher et tu vas comprendre qui est ton ami que tu appelles ton frère. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. N'ayez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Honnêtement, je l'avais refoulé parce que je pensais qu'elle voulait me cogner les têtes. C'est la première chose qui est venue dans ma tête. Elle me redit, écoutez, ça fait quelques années que je t'avais parlé de ton ami ici. Tu m'as chassé. Mais voilà ça qui vient encore de se répéter. Fais gaffe.
Je ne sais pas comment demander ça à mon ami, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on est ensemble dans la voiture. La fille après son m'appelle, elle me dit, mais tu es où? Je dis que non, je suis avec Bruno, on est en train d'aller à un rendez-vous quelque part. Alors qu'on partait dans nos balades. On s'ennuie un peu le dimanche là. Après, il me demande que c'est qui, je dis c'est Mireille. Après, je sens la gêne, il est gêné, il prend son téléphone, il simule un appel, comme s'il est occupé à appeler. Je comprends qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est cramé. Je reste tranquille, il me dit, ah bon, ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur. Mais sauf que, dès que moi, on commençait à fuser de partout, j'ai commencé à recevoir. Je n'étais plus à la vision car je partais de temps en temps passer le temps avec eux là-bas. Pendant qu'on était dans une buvette, il y a un groupe de gars qui me lance, qui me connaissent, on se connaît très bien, on est anciens collègues. Ils me disent, mais vous les enfants, ils me disent ça en mais vous les enfants d'aujourd'hui, vous avez des envies bizarres. Hein? Je lui demande, mais comment? Il dit que, mais tu finis avec une femme et tu fais la passe à ton ami. Merde. Je suis tellement gêné, soupçonnant déjà ce qui se passe. Je décide de ne plus jamais mettre mes pieds là-bas, de m'éclipser même de cet endroit parce qu'il y a des saletés qui entrent déjà dans les oreilles. Je suis rentré tellement fâché, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait ce que normalement tout homme ne devrait pas faire. J'ai commencé à fouiller son téléphone. Quand je fouille son téléphone, il savait que c'est vraiment ça. Les messages sont tellement coquins que ça frise dans le ridicule. Mais j'ai dit que ça ne peut pas quand même être vrai. Au fur et à mesure que je scrolle le téléphone, je scrolle, je comprends que c'est quelque chose qui date de longtemps. Je reste tranquille. Je commence à me poser des questions. Je lui en parle, je lui en parle pas. Je digère cette situation pendant près de 3 ans. Jusqu'au jour où ils ont poussé le bouchon trop long. Mon ex-copine et lui, ils ont poussé le bouchon très loin. Il tombe malade. Il est en hôpital à Bastos, derrière l'école turque. Moi, j'étais dans mes déboires. J'avais décidé de faire dans le VTC. Je suis au garage. Elle m'appelle, elle me dit il faut qu'on aille rendre visite au frère. Il est hospitalisé. Elle dit ok, pas de problème. Je suis en Bogota. Dès que je finis, on se retrouve là-bas. On s'est retrouvés là-bas en soirée. Je m'avais voir mon ami, le frère, malgré tout ce que j'essaie déjà des 2 mois, j'essaie de faire table rase. Je me dis que bon, c'est une erreur comme ça, et puis ça va plus se reproduire. Sa femme, la femme de Bruno, même d'ailleurs, enceinte. On se retrouve tous dans la chambre d'hôpital. Et comme je dis, comment frère, parce qu'on s'appelle seulement frère et soeur. Comment frère, tu as quoi, c'est au palais, mais ça commence à quand même aller, ça va. Et à un moment, mon ex-copine me dit, elle a un problème de connexion, est-ce que je peux paramétrer son téléphone? Je prends, je reparamètre son téléphone, je reparamètre les données. Au moment où j'ai encore le téléphone à main, les notifications commencent à sonner. Après, je vois Bruno Bidjan. Chérie, tu viens me rendre visite en début de soirée. Je reprends vite le téléphone, je lui remets. Elle lit ses messages là-bas. Je reste tranquille, je suis choqué, je sors de la chambre, je m'en vais attendre dehors. Je suis tellement mal que mes bons sang. La femme est enceinte. Tu demandes à la femme de ton ami de venir te rendre visite et tu l'appelles chérie. Donc tout ce qu'on me racontait était vrai. Je reste tranquille. J'ai tellement mal. Mais je peux pas exprimer, je peux pas exploser. Je digère parce que je supporte beaucoup les coups. Je digère, on rentre, tout naturellement, je n'en parle pas. Mais pendant le trajet du retour à la maison, elle a des questions un peu que je trouve un peu bizarres, comme si elle se reprochait quelque chose. Moi je réponds tout naturellement. Mais quand on arrive à la maison, on s'assoit et puis je lui dis il faut qu'on parle. Il y a des choses qui reviennent dans mes oreilles là et ça me met tellement mal à l'aise. J'ai même presque honte. Qu'est-ce qui se passe avec Bruno? J'ai appris une histoire de partouze qui s'est passée lors de votre dernière émission à Samlima, où il y a même d'ailleurs eu des problèmes. C'est arrivé ensemble. Et c'est des gens ensemble qui me disent que voilà ce qui se passe avec ta femme ici. Moi, j'ai pas voulu m'accrocher sur ça. Que de toute façon, vous avez toujours dit, nous crois parce qu'on formait vraiment que elle, moi et Bruno, on était les hommes à barque là-bas, puisque après Obama, il fallait mettre en difficulté tout le monde qui était très proche de lui. Elle me dit non, il n'y a rien, c'est mon frère. Les gens racontent les choses partout. Il veut seulement qu'on nous licencie, il veut nous faire tomber, machin. Je tombe sur le panneau, mais par rapport à ce que moi j'ai déjà vu, j'en sais déjà un rayon. Au fil du temps, je continue quand même à suivre le téléphone, mais sans faire une scène. Ce que je découvre toujours, c'est de pire en pire. Je me dis de toute façon, c'est moi qui suis allé fouiller le téléphone, donc peu importe ce que je vais voir là-bas, j'ai le devoir de digérer dans moi, pas de scène. Mais après, il y a une tension à la maison au point où je suis déjà un peu méprisé parce que je ne travaille plus. Même où j'avais essayé mon contrat, tout s'est gâté là-bas bizarrement, je n'ai rien compris. J'ai perdu mon contrat, j'ai juste fait 3 mois là-bas. J'ai perdu mon contrat, du jour au lendemain, je travaillais plus, j'étais à la maison. La situation était déjà quand même un peu bizarre à la maison, c'est parce que je ne travaillais pas que c'est devenu comme ça. De temps en temps, il y avait l'émission à Samlima, chaque week-end, ils étaient toujours avec lui. Un jour, elle doit partir à Samlima, elle me dit vraiment, il faut qu'elle parte à Samlima, si je peux la déposer à Samlima. Je dis ok, on avait une frappe à 2 minutes en ce moment-là. Je dis il n'y a pas de problème. Moi je sais pas quelle a son rendez-vous avec Bruno. À un moment, ça tarde tellement de partir vers 16h. Ça tarde tellement que je commence à me poser des questions avec Bruno ou depuis. Il est en train d'arriver, il a dit qu'il a encore quelque chose à faire. Aux environs de 19h, de 16h à 19h, l'attente est tellement longue, comment j'ai commencé à me lasser. J'insiste vraiment qu'il faut que moi je t'accompagne, je te laisse et puis je reprends la route, je reviens sur Yaoundé. Après, elle me dit, bon, en fait, il faut que je te dise la vérité. Le truc, c'est que Bruno dit que tu ne peux pas venir, c'est pour ça qu'il ne fait que tourner depuis. Je dis que, mais vous m'avez jamais dit ça depuis, pourquoi vous tournez? Vous jouez à quoi? On me demande comment je joue à quoi? Non, dites-moi ça depuis, je ne serais pas resté là à attendre. Toi, tu sais d'abord que je n'aime pas sortir. C'était pour t'accompagner, puis basta. Donc, non, c'est que le boss a dit que tu ne viennes pas, il ne faut pas que tu viennes, machin, que je reste tranquille. Ça ne fait que me confronter à ce que je pense déjà. Je plie le doigt. Quelques semaines plus tard, elle doit encore se rendre à Samlima, mais pas avec moi. Parce que la voiture est gâtée. On venait tout juste de changer le moteur ce jour. Je suis arrivé à la maison avec mon ami qui est garagiste. On vient à peine de rencontrer, vraiment fatigué. Après, il dit il faut qu'elle arrive à Samlima de toute chance. Parce qu'au départ, elle devait partir avec Bruno. Mais après, lui, il a pris une autre fille, il est parti avec elle.
elle a constaté, elle s'est fâchée. Elle a dit il fallait seulement qu'elle arrive à Samila. Moi, je crois que c'est un rendez-vous de travail. Non, c'était plutôt autre chose. On démarre la voiture, mon ami garagiste me dit ça tombe bien, on vient de changer le moteur. Ça tombe bien, on essaye le moteur, on va commencer à réagir à l'axe. On prend la route, après mes têtes, le moteur commence à chauffer. La voiture s'arrête, qu'est-ce qui se passe? On reste là, on commence à chercher une solution, comment on va faire. 30 minutes après, Bruno arrive, du sens inverse, tourne la voiture, il vient. Quand il vient dans la voiture, mon ex est au téléphone, elle fait genre elle ignore. Moi je suis côté chauffeur, il ouvre la portière côté passager arrière, il se regarde, elle toise Bruno, je comprends que mais vous êtes arrivé au point, vous ne vous cachez même plus. Elle la toise là, il parle, il chuchote quelque chose là, il ne répond pas. Après je demande, c'est quoi le truc? Je dis que non, c'est un malentendu, on va gérer. Tu sais comment la scène, il commence à me baratiner là, comme il est un beau parleur, il commence à me baratiner là. Moi je vois la scène, je vois une scène de deux amoureux qui sont fâchés dans l'eau. Je dis ok, moi aussi je joue le jeu. C'est comme ça que je lui ai dit d'abord, comme tu es encore là, le temps que tu es là, tu m'amènes un petit au carrefour le plus proche que je puisse acheter la colle, un col au radiateur pour que j'essaie de rentrer sur Yaoundé avec la voiture. Il m'accompagne, j'achète la colle, il revient. Il me laisse avec le garagiste. Ils partent. Ils reviennent me chercher, parce que la voiture n'avait pas marché, ils reviennent me chercher aux environs de 22h, 23h avec mon ami garagiste. C'est comme ça qu'on remonte sur Yaoundé. Cette scène me crotte, j'ai oublié même l'histoire de la voiture, cette scène me crotte tellement dans la tête que je viens de voir ça avec mes yeux moi-même. Je reste tranquille. La semaine qui suit, j'ai dit ok, et c'était proche de son mariage. J'ai envie de le dire à sa femme à lui, pour qu'on trouve une solution quand on arrête, soit il prend la femme, il part avec, soit ils arrêtent. J'appelle sa femme, je lui dis, sœur, il faut que je te voie. C'est à propos de Bruno, mais je préfère qu'il soit là. Je préfère aussi que mon ex soit là. On s'assied à part et on sort de cette affaire une fois pour toutes. Chacun prend sa résolution et que ça s'arrête. Parce que moi, je suis déjà un peu fatigué de Bruno. Les choses qu'il fait aux gens dehors, il vient me faire ça à moi. Moi, son frère, moi qui a toujours été là pour lui. Elle me dit, il s'agit de quoi? Je dis que je ne peux pas parler de ça au téléphone. C'est mieux de vivre voix. Donc, essaie de voir avec lui. On convient on s'assoit à cave. Elle me dit, ok, je l'appelle et puis on cale un rendez-vous. Quand elle me rappelle, elle me dit, je viens de parler au frère. Il m'a implicitement interdit de te voir. Je lui ai demandé ce qui se passe. Il m'a dit que, Aka, et vous dérange trop. Je dis que c'est ce qu'il t'a dit. Je dis que oui, ok. Bon, d'accord. Après, comment ça me poser? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle insiste, elle est tellement insistante que je change plutôt. Donc, je lui dis non, c'est pour une histoire d'argent. Mais qu'à cela ne tienne, un jour on va se voir et on va en parler de vive voix. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolais, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35 1070 à Delec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Elle-même commence, de son côté aussi, elle menait déjà les enquêtes. De son côté, elle avait un certain nombre d'informations. Elle reste tranquille. Et moi, je me regrette surtout parce que je réfléchis encore à temps. Le mariage est proche. Si tu éclates cette bombe maintenant, le mariage se gratte. Ça va te retomber sur la tête. Tu vas culpabiliser, moi, tu descends, tu vas culpabiliser que tu auras caché un foyer. Quitte à ce qu'elle apprenne d'elle-même. Mais pas de toi, laisse tomber. Si tu peux, pardonne. Digère ta frustration, ta colère, ta déception, ta trahison. Mais laisse tomber. Ça peut engager autre chose qui va aller au-delà. Je laisse tomber. Moi, je me dis qu'elle a gobé à ma version. Mais sauf qu'à la veille, quelques jours à la veille du mariage, sa femme m'écrit, elle me dit, il faut qu'on parle du coquillance, l'appel WhatsApp. Elle me dit, en fait, je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Je me rappelle la dernière fois que tu en as parlé au téléphone, que je t'avais dit même que le frère avait interdit que je te voie plus, que je te parle même plus. J'avais senti quelque chose de louche. Quand toi tu m'as dit que c'était une histoire d'argent, j'ai compris que c'était quelque chose de louche parce que tu t'es jamais pris des histoires d'argent avec Bruno. Moi je connais ma personne, je sais qu'il est compliqué à faire argent, mais j'ai su que c'était une façon détournée de ne plus parler du problème. Je suis au courant de ce qui se passe avec ta femme et Bruno, et ça depuis. Au moment où j'ai appris, j'étais tellement déçu, fâché, surtout d'elle, à cause de la relation qu'on avait, que moi, je l'ai fait licencier. Je dis, attends, ça, tu me racontes quoi? Elle me dit que oui, le licenciement de ta femme ne vient pas de ce qu'on te raconte, que là, c'est moi qui suis allé demander personnellement au boss de la licencier. Parce que lui-même, il est au courant. Mon Dieu. Je dis que ça. Elle me dit que non. Moi, je pensais même qu'en le faisant, ça va atténuer la situation, mais moi, je pensais que ça ne fait que perdurer. Elle dit que ça t'engage, tu as fait ce que tu voulais, mais moi, je
je m'étais rétracté parce que j'allais culpabiliser Créma que si ça se gâtait à cause de cette histoire, ça allait me retomber dessus. Tant mieux quand toi-même tu as découvert. Mais qu'à cela ne tienne, moi de mon côté, je pouvais faire table rase de ça. J'oublie. Je considère que c'est une erreur. S'ils sont sérieux, ils vont continuer. Ça va se limiter que j'ai un enfant avec elle. Donc, fais ce que tu veux là-bas, ça ne me regarde plus. Moi, je crois que cette histoire s'arrête là. Avant que mon ex ne voyage, il s'est passé encore une scène surréaliste à Plis, à Carrefour Warda. On est en train de faire les achats pour son voyage, l'avant-dernier jour, je pense. On est assis là-bas, on rencontre une ex-collègue là-bas aussi. On décide de s'asseoir pour manger midi. On parle de tout et de rien. Le téléphone de mon ex sonne. C'est Bruno qui appelle. Nous connaissons tous la mine d'une femme qui parle avec un homme dont elle a des sentiments, elle a des crues. Et tout ça se passe devant moi. Allez, ce qui me choque le plus, c'est que j'entends, je l'entends elle lui répondre au téléphone, qui est ta deuxième femme? Tu t'es marié, non? Laisse-moi tranquille. Je suis assis sur la même table. Mon corps tombe dans le ventre. Elle finit son appel, je fais comme si de rien n'était. Quand elle raccroche, ils ont leur causerie là-bas, à un moment ils ont commencé à chuchoter. Je me suis demandé que mais cette fille ne me respecte même pas, elle arrive à ce point. Juste là, elle dit maintenant le frère là, il est en face de moi. Mais vous avez... C'est surréaliste. Je dis qu'elle finit son appel. Pendant qu'on continue la causerie, elle me sort un truc. Vraiment, là où je suis là maintenant, peu importe ce qui arrive, moi je fais ce qui est dans ma tête, je vis ma vie tranquillement. Je suis encore assis sur la table. Je reste tranquille, on finit sa chambre, rentre à la maison. On est rentré un peu tard. Le soir, j'ai appelé au balcon, j'ai dit en fait il faut qu'on parle. Moi, de tout ce qui s'est passé entre Bruno et toi, moi j'avais décidé de laisser. J'aime d'ailleurs laisser. Faites ce que vous voulez, chacun sa vie. De toutes les façons, on n'est pas encore mariés, donc c'est ton droit de choisir quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas, ce ne reste pas respect pour mon âge, au moins par pitié. Il y a des choses qu'une femme devrait s'abstenir de faire. Tu sais que je sais déjà ce que vous trafiquez à deux. Mais ça ne t'empêche pas quand même d'avoir une conversation aussi intime avec lui devant moi, devant ta copine. Non. Là, tu m'as montré à quel point j'étais rien du tout. Non, ce n'était pas pour te blesser, je ne me suis même pas rendu compte. Je dis que justement, tu t'es pas rendu compte. C'est pour ça que justement, je me restais tranquille. Et comme on était au milieu des gens, je voulais pas, je n'ai jamais d'ailleurs fait une scène comme ça devant les gens avec toi. Donc du coup, j'attendais qu'on rentre à la maison, que je te pose vraiment la question, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis que tu as encore tout ta tête, tu as envoûté, qu'est-ce que je te reconnais? Je ne te reconnais pas. Elle essaie de se justifier là, de tourner. J'ai dit que non, de toutes les façons, c'est ce que je voulais te dire avant que tu ne voyages. Donc vraiment, j'ai libéré mon cœur. Fais ce que tu as à faire. Quant à moi, je sais déjà où est ma place. Elle voyage, je m'avais même d'ailleurs accompagné à l'aéroport, elle doit aller prendre son vol et part. Quelques temps après, 2 semaines, la femme de Bruno m'envoie encore les captures d'écran qu'elle couvre dans le téléphone de son mari. Je lui dis ça, moi je t'avais dit, je ne veux plus rien entendre parler de ces deux. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi j'ai pardonné. J'ai digéré ma colère, ma trahison, je suis resté tranquille, mais vraiment je ne veux plus entendre parler de ce qui trafique à deux. Fais de lui ou d'elle ce que tu veux là-bas, mais je veux vraiment passer à autre chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et lui là-bas chez eux. Après, 2 jours après, mon ex m'appelle, elle me dit, bon voilà, appel vidéo, bon voilà, en fait, avec tout ce qui s'est passé, patati patata, vraiment, moi je vais avancer dans la vie, je ne vois plus d'avenir avec toi. Je dis, ok, c'est bien déjà de me le dire. Je dis, ok, tu es sûr de ce que tu dis? Je dis que oui, vraiment, mais que cela ne tienne. Si un jour on va se recouvrer, on se recouvre. Je dis que non, maman, tu as déjà dit l'essentiel. Je ne vois pas pourquoi on va encore se recouvrer. Je dis non, en fait, ce que je veux te dire, c'est que j'ai vraiment besoin d'abord d'une pause. Je dis que maman, prends ta pause, mais sauf que je suis sûr qu'au moment où ta pause finira, la mienne va commencer. Donc de toute façon, j'ai compris, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Tu as 5 ans de vie commune avec une fille. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est connus, on n'avait rien. Je vivais dans une chambre insalubre, il faut pas nier son passé. Une chambre insalubre, j'ai passé des moments très difficiles avant de commencer à Vision Car. On est quitté de la chambre en studio, du studio à un appartement au quartier Fouta. Un appartement même que mon frère nous avait retrocédé. Je me suis posé la question que, mais à un moment, qu'est-ce que j'ai fait à Bruno? Qu'est-ce que j'ai fait à Bruno un jour pour qu'il en arrive là? Je ne comprends pas. Je l'ai méprisé un jour, je l'ai trahi un jour, je me pose 1001 questions. Que frère, tu as fait 2 semaines en cellule au GMI quand on t'avait arrêté pour l'histoire de ta femme. Personne d'autre ne savait où tu étais. Moi j'étais avec toi chaque jour, matin et soir, je rentrais la nuit. Je m'occupais de toutes tes autres causes. Même ta famille ne savait pas, même ta mère ne savait pas où tu étais. J'ai gardé le secret, j'étais seulement avec toi tout le temps. Tout ce dont tu avais besoin, j'étais là. Bruno, on a fait la route de 100 000 ensemble. On avait même des crevaisons, et les gens comme parfois portaient les gens en route pour essayer de jongler avec le carburant qui vomissaient dans la voiture, je finissais de nettoyer. Bruno, avec tout ce qu'on avait pu ensemble. Qu'est-ce que je t'ai fait? Que tu arrives à prendre la mère de mon enfant. Et le pire, c'est que tu as commencé à le faire pendant qu'elle était déjà enceinte. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu froid aux yeux. Ça ne t'a même pas gêné que non, c'est la femme d'un frère. Donc ce que tu faisais à Obama, quand il t'envoyait souvent accompagner ses amis qui venaient souvent au bureau, toi, tu les détournais. Elles devenaient des copines. Tu viens me faire ça à moi. Non, Bruno. Tu as allé trop loin. Tu as allé trop loin. Tu
posé une question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et après, je me suis dit, bon, ok, j'ai décidé de pardonner, je pardonne, et puis ça passe. D'ailleurs, même en voir quelqu'un, c'est quoi de travail, j'ai pas ce souffle-là. J'avais commencé à avoir des problèmes cardiaques, j'avais des palpitations, je respirais plus bien, j'avais même déjà peur. Tout ça se passe, personne n'est au courant, à part sa femme à lui. Je gère cette histoire, c'est parce que moi, j'ai honte quand on va la prendre, mon Dieu. Elle est connue, elle passe à la télé, par contre, moi, je suis plutôt derrière la caméra. Ça va éclater. Je sais, c'est un peu ça qui m'a retenu. J'aurais réagi comme un bon idole. J'avais des idées obscures qui passaient dans ma tête. Je voulais faire quelque chose après nous pour me venger. J'avais vraiment des idées obscures dans ma tête. Et à un moment, je me suis posé la question, mais écoutez, c'est pas toi. Ce qui est en train de passer dans ta tête là, ce n'est pas toi. Tu n'es pas quelqu'un comme ça. Il ne faut pas que cette situation t'atteigne vraiment au point où tu vas faire des bêtises, ou quelque chose que tu vas regretter. J'ai commencé à me parler. J'ai digéré comme je pouvais. Elle est partie. J'ai continué mon petit bout de chemin. Mais pendant qu'elle finit ça, elle finit de me dire tout ça, on s'est entendu sur rester tranquille. Moi je reste tranquille, j'ai mal, je viens de perdre celle que j'aimais, en dépit de toutes celles que j'ai refusées. D'ailleurs, même la fille avec qui j'étais à samedi, parce qu'on s'est connus au moment où elle aussi était en ballottage, donc je devais choisir entre elle et la mère de mon enfant. J'ai plutôt choisi la mère de mon enfant parce qu'elle était plus calme. J'ai commencé à regretter, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai fait un mauvais choix? Et pourtant, pour aller bien, c'était calme. On a évolué ensemble, elle m'a même fait évoluer. Je vous dis, je sortais de rien, je ressemblais à rien, squelettique. Mais où le bas me blesse au point où je vais faire cette vidéo, c'est pour que, si jamais le combat me dépasse, parce que quand je vais retourner où je dois aller, si jamais le combat me dépasse, il faut que les gens sachent ce qui s'est passé dans ma vie, parce que même aucun membre de ma famille n'est au courant de tout ce que je traverse depuis. Aucun membre de ma famille n'est au courant, ni ma mère, ni mes frères et sœurs, personne. Excusez-moi, il y a des choses qui remontent et ça me met mal à l'aise. Où mon ami franchit le Rubicon et que je découvre que il est l'instigateur de toutes ces situations que je vis depuis plus de 4 ans. Je suis chez moi, la grande sœur de mon ex-copine m'appelle et me dit, voilà, j'ai ma belle-sœur qui va venir commencer le travail à Yaoundé et elle cherche un endroit où aller parce qu'elle habite une femme comme toi, Tchaoudja. Du coup, ce sera plus facile pour elle de rallier son lieu de service. Je lui ai dit que bon, de toute façon, en ce qui me concerne, j'ai pas un problème. Mais tu sais, j'ai été avec ta sœur et ses effets sont même d'ailleurs encore ici à la maison. Donc du coup, il serait plus judiciable, il serait plus correct que tu en parles d'abord avec elle et avec ta maman. La réponse qu'ils donneront, c'est avec elle que je vais me plier parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame après. Elle me dit, ok, je te rappelle, je demande. Elle me rappelle 15 minutes après, elle me dit, ok, j'ai demandé à maman, j'ai aussi parlé à ma petite soeur, elles sont d'accord. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Passe-moi dans le numéro de la fille et puis je lui indique la maison et je vais laisser la clé derrière la fenêtre. Elle va trouver le motoman qui va l'accompagner à la maison, va lui montrer l'appartement où je suis. Ça se passe, la fille s'installe à la maison. Elle a sa chambre, parce que c'est une maison de 3 chambres, elle a sa chambre. Après, 2 semaines après, de temps en temps, elle rentre dans sa famille à Ebolova. Quand elle rentre dans sa famille, le deuxième voyage qu'elle fait, elle revient, elle me dit, il y a une situation, en fait, je ne sais pas comment te parler de ça. Il y a ma soeur, voilà, elle traite les gens, et elle a une vision sur toi, donc du coup, elle a demandé à sorte que tu l'appelles. Je dis, de toutes les façons, au point où j'en suis, rien de l'autre ne peut plus me surprendre avec tout ce que j'ai déjà vécu. Je viens de perdre 6,5 millions que j'ai confié à quelqu'un de garder. L'argent a disparu comme par enchantement, comme par sorcellerie. Je suis à bout, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, tout ce que j'essaie de faire, rien ne marche plus, je perds tout. Les voitures même se sont gâtées, même la voiture que je viens d'acheter pour commencer à faire Yango avec la voiture me dérange énormément. Je dis de toute façon, je vais réfléchir, je vais voir. 2 semaines passent, elle envoie encore la nouvelle, elle dit que j'ai dit, dis à la personne chez qui tu habites. Elle vient encore me dire que ma grande sœur dit, ma petite sœur dit, dis à la personne chez qui tu habites de venir me voir, c'est urgent. S'il ne vient pas, c'est son problème. Mais je vous aurais prévenu. Je prends un peu peur, je dis ok, je prends le téléphone, je l'appelle en après-midi. Je me présente, elle me dit oui, ok, elle me dit je ne veux pas te parler au téléphone, mais il faut que tu arrives ici à Ebolova aujourd'hui. Parce que le délai, moi je ne pourrais plus rien pour toi. Je dis ok, je n'ai pas d'argent sur moi, je vais trouver quelqu'un qui va me prêter l'argent pour venir. Je ne vais pas aller voir ma belle-sœur qui me donne l'argent de transport, je prends la voiture. Je prends la voiture en van, une voiture au cas d'occasion, je prends une voiture, j'arrive, je vais partir à Ebolova. On démarre la voiture, une voiture occasion d'Europe. C'était sa première semaine au pays. Je suis sûr que nous, avec ça, on va arriver dans de bonnes conditions. Je serais même à l'aise que de prendre un tangle de car pour que ça charge. On a démarré la voiture, on a quitté ça, on a traversé l'échangeur. On est arrivé à l'autoroute, à côté de Simalé. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques.
Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Mali, c'est le mbolé authentique. Le moteur explose. Du coup, oh là là. Le moteur explose, la voiture s'arrête. On descend de la voiture. Moi, ça me fait tellement peur. Enfin, un certain nombre d'informations qu'on m'a donné sur moi. Je dis, mais est-ce que c'est pas à cause de moi que cette voiture s'est gâtée? À un moment, tu deviens parano. Je prends mon téléphone, je l'appelle, elle me dit, tu as quel niveau? Je dis, je suis bloqué sur l'autoroute à Simalène. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, en fait, voilà, la voiture, le moteur a coulé. Et là, je sais pas quoi faire. Elle me dit, tu es un homme, débrouille-toi, mais arrive à Ebolova aujourd'hui. Je suis presque à 4 km de Simalène. Et sur le tronçon de l'autoroute, il n'y a pas de taxi. Je commence à marcher de là jusqu'à l'échanger pour prendre un taxi, arriver sous un soleil battant. Pour arriver à l'échanger, prendre un taxi et rallier un van. Je me suis fait des amis de fortune là sur la route, les cordonniers, qui faisaient aussi le chemin. On a fait le chemin ensemble. Je suis arrivé à l'échanger, j'ai encore pris le taxi. Cette fois-ci, j'ai pris le bus. On a pris le bus, on a démarré. Quand on traverse un balmaillot, je ne ressens plus mon corps. J'ai des frissons, le froid me touche. Au fur et à mesure qu'on avance, je suis en état de choc, mon corps ne répond plus. Je commence à grelotter dans la voiture. Les gens prennent même peur. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Quand on est malade, on prend pas, on dit que je n'étais pas malade quand j'ai pris le bus. Je n'étais pas malade. Mais moi, je commence à soupçonner ce qui se passe dans ma tête. Mais comment dire à tous ces passagers que voilà, j'ai vu des choses bizarres depuis cet après-midi. On avance. Je prends peur au moment où les passagers conseillent au chauffeur de s'arrêter dans un centre de santé, de me faire descendre et je reste là, quelqu'un viendra s'occuper de moi. Je dis, attends, je vais appeler d'abord, j'appelle la dame, je lui explique la situation, avec une voix qui crambotait, même dit que voilà, comme tu vois là, ça ne va pas ici. On suggère même de me laisser dans un centre de santé, dans une ville plus proche là, pour qu'on me soigne d'abord. Elle me dit, on ne descend pas de la voiture, arrive à Ebolova, tu vas arriver à Ebolova. Elle me dit, quand tu vas raccrocher, tu as pris ta Bible comme je t'ai dit. Elle me dit, oui, ok. Lis tel psaume, tu le lis 7 fois, tu vas arriver. Moi qui ne connaissais pas ouvrir la Bible avant, j'ai commencé à apprendre parce que j'étais déjà touché. J'ai ouvert une Bible que la mère de ma fille m'avait ouverte et que je n'avais jamais ouverte. J'ai commencé à dire j'ai fini et puis on arrive au péage avant Ebolova. Dès qu'on a traversé au péage, le palu a disparu. Je reprends mon corps, les gens sont même étonnés dans la voiture, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà guéri. Je ressens vraiment mon corps. J'arrive chez la fille, on dit presque 17h. 17h par là, presque 18h. J'arrive, bon, comme c'est une famille qui me connaît aussi un peu parce que ma belle-sœur est là-bas, mon ex-belle-sœur est là-bas. J'arrive, je salue les gens qui sont dehors. Quand je vois entrer, on me ferme la porte au nez. Brutalement, je suis même étonné que c'est quel genre d'accueil ça. Elle envoie la nouvelle que dites-lui de rester là-bas dehors. Je reste dehors, je suis même un peu frustré que je ne peux pas demander à quelqu'un de venir et puis tu lui fais ce genre de scène. Je dis ok, je vais rester, je digère. De toute façon, tu as digéré plus que ça, donc rien ne peut plus t'étonner. C'est dans cet état d'esprit que je suis, rien ne peut plus m'étonner. 15 minutes après, on ouvre la porte. Elle dit il peut entrer. Tu vois comment elle va se l'encre devant la porte. Elle me demande de m'asseoir juste en face d'elle. Elle me demande ça va, tu t'appelles qui? Je m'appelle Franck Evodé. Ça va? Elle me dit que si ça allait, je n'allais pas venir ici. Elle me dit en fait, ne vois pas comme on t'a fermé la porte là. C'est quoi en fait? C'était pas le moment. Quand tu es arrivé, tu m'as surpris, tu m'as même pas dit que tu étais à côté de la maison, je me serais préparé en conséquence. En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas seul. Je lui dis non, mais je suis pas seul. Comment? Je dis que non, tu n'es pas venu seul. Il y a toute une légion à ta suite. Tu n'es pas seul, donc je ne pouvais pas accepter que tu es encore comme ça sans que je ne barricade la maison. C'est quand même une maison d'habitation, il y a des gens qui vivent ici là, donc il y a des choses que je ne peux pas laisser ancrer. Donc ne te fâche pas, voilà ce qui s'est passé réellement. Je suis d'abord stupéfait que une légion. Je dis que bon, allons-y, nous sommes déjà à ce niveau. Elle me dit, après elle me pose la question, pourquoi tu es allé ancrer dans une secte? Je dis, ancrer dans une secte. Elle me dit, oui, je te pose encore la question, pourquoi tu es dans une secte? Je dis que bon, honnêtement, si je suis dans une secte, et ma vie va si mal depuis des années comme ça, là, et puis je viens me présenter ici là pour voir un peu si je peux trouver une situation, même pas la prière. Elle me dit, comment il serait dans un livre, dans une secte? Elle recommence encore les langues en crance. Quand elle revient, elle me dit, je t'ai vu parce que ton nom est inscrit, mais c'est quelqu'un d'autre qui a inscrit ton nom. Je dis que, oh là là, les choses que j'entends souvent, donc ça arrive à mon niveau. Et elle me dit, ok. Elle me dit, tu travailles avec la personne, tu es très intime avec la personne, tu es très lié avec la personne, c'est une relation vraiment forte, vous êtes vraiment très liés. Tu travailles avec la personne. Et vous vous connaissez un peu depuis. Moi, dans ma tête, je n'ai que 2 personnes comme ça dans ma vie. La première personne, c'est Hervé. Je dis, c'est lui qui vient d'abord dans ma tête. Non, Hervé. Elle me dit non, pas lui. Laisse-le là-bas, ce n'est pas lui. Je cherche dans ma tête, je dis, avec qui encore j'ai vraiment une relation aussi forte. Je parle comme ça, sous le contrôle de la grande sœur, mon ex. Elle est assise, puisque c'est là-bas qu'elle est en mariage. Elle est assise.
Je lui dis, elle me dit, cherche bien dans ta tête. Moi, je connais le nom, mais je veux que ça sorte de ta bouche. Après, je dis, Bruno. Non, pas lui comment. Elle me dit que pas lui comment. C'est le nom là que je voulais que tu prononces. Je dis que non. Elle me dit que aussi. Je dis que Bruno, mon ami. Elle me dit que et tu continues encore à l'appeler ton ami. Tu oses encore dire que ton ami. Moi, je sais de quoi il parle. Du coup, moi aussi, je veux vraiment tester si vraiment sa vision est vraiment cohérente. Elle me repose encore la question, mais tu penses vraiment que tu as encore le devoir de l'appeler, le devoir de l'appeler ton ami. Je lui dis que, je vais t'en faire comment? Elle me dit, après tout ce qu'il t'a fait, tu oses encore l'appeler ton ami. Les amis ne se font pas ça. Les frères ne se font pas ça. Je dis que, jusque-là, je ne comprends pas. Il n'a pas pris ta femme. Pouf. Je dis, je ne connais pas cette fille, je viens de la rencontrer. La grande sœur de mon ex n'est pas... Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. N'ayez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end garo. La persévérance. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Au courant de cette histoire. Comment cette fille qui ne me connaît pas connaît cette histoire? Ni sa petite sœur qui vit chez moi, je n'ai jamais parlé de ça avec elle. Il t'a pas pris ta femme? Comment ça t'appelle au pied au sol? Il t'a pas pris ta femme? Je suis d'autant plus gêné que ma belle-sœur qui est assise, je sais que je vais répondre quoi. Comment ça va la tête? Je dis en fait il y a une histoire qui s'est passée comme ça. Elle me dit que raconte alors. Raconte-moi, moi je veux que ça sorte de ta bouche. Je viens lui brosser un petit résumé comme quoi j'ai découvert et puis j'ai laissé tomber machin. Après demain tu oses encore appeler ton ami. Quelqu'un qui prend ta femme, ta copine, encore plus même avec qui tu en viens, vous avez un enfant. Il veut te tuer. C'est lui qui a mis ton nom dans ce livre. Et tu es là-bas embrouillé comme ça dans un gras. Tu es un paquet qu'on a mis de côté, on viendra prendre le moment venu. Je dis que bon. Après elle me demande, ok. Elle me dit tais-toi. Je me tais. Elle me demande que tu dois quoi à ces gens? Parce qu'ils sont là, ils sont devant la porte. Ils te réclament, ils te réclament. Je dis que je ne dois rien à personne là-bas. Je ne dois rien à ton ami, je dis que je ne dois rien à mon ami. Tu ne dois rien à ton ancien employé, j'ai dit que je ne dois rien. Il me parle de beaucoup de choses ici là. Qu'il faut que tu commences d'abord par te confesser que tu les dois. Si tu dois, dis ta version. Si ta version coïncide avec ce que moi je pense que je suis en train d'entendre, je vais peser. Et dans la balance, je préfère te dire honnêtement, dans la balance, s'ils ont ce ne reste qu'un peu raison, moi je vais te lâcher, je ne pourrai pas te traiter. Ils vont te prendre et c'était bon pour toi. Je lui ai dit que je ne sais pas ce que je dois ni à mon ami, ni à mon ancien employeur. Tout ce que j'ai eu là-bas, c'était sur l'effort du travail avec ma copine. Donc du coup, on doit rien avoir. Et d'ailleurs, même tout ce qu'on a eu, ce n'était pas des grosses de l'argent qui nous donnait à même comme ça, c'était qu'on travaillait, on nous récompensait, d'autres personnes nous récompensaient pas à la maison même. Elle dit ok. Après, étant l'oreille, elle dit que vous avez donc entendu, non. Maintenant, vous pouvez partir. Elle est en train de parler à la porte. Moi, je vois rien. Elle est en train de parler à la porte, elle dit que maintenant, vous pouvez partir. Et la personne qui va rester va écoper. Après, comment ça parlait celle-là? Je trouve ça tellement bizarre. C'est la première fois que je vois ça de mes yeux. En dehors, dans les documentaires, je vois ça de mes yeux, du coup, ça devient sérieux. Après, un moment, elle ferme la porte. Elle me dit bon, ok, il est 18h, on va d'abord commencer par une séance de prière. Mais avant de commencer la prière, elle me dit est-ce que tu es sûr que tu veux te faire traiter? Je lui dis oui, je suis fatigué de vivre la vie que je vis là. Je suis devenu presque un clochard. Je vis des dons. Tout rien ne marche. Tout se gâte. Même la voiture que j'ai laissée à Yaoundé actuellement, là que je devais faire avec tout se gâte. Je ne fais plus rien actuellement. Je ne sais pas comment vivre pour payer les factures. Elle me dit si on commence, quand il y aura la réponse de l'attaque que tu as subie, est-ce que ça ne va pas te gêner que ça se répercute sur la personne qui a fait ça? Je dis qu'au point j'en suis. Moi-même j'ai des enfants. J'ai 2 enfants. Donc moi je vais me sacrifier pour quelqu'un qui veut m'abattre. Et pour qui même j'avais décidé de laisser passer un certain nombre de choses. Non, j'avais promis que je serais ton frère à vie, mais toi tu ne fais que enchaîner les erreurs comme ça, là, je sais pas, les trahisons comme ça, là, je dis que non. Au point où j'en suis, je suis fatigué. Si c'est comme ça, moi-même il faut que je me protège parce que moi-même j'ai un peu de je ne sais pas qui va s'occuper de mes enfants quand ils seraient là. On engage, peu importe ce qui arrive, je suis prêt. Je dis ok, on a engagé la prière. Ce jour-là, on m'a mis dans un cercle de sel. Pour ceux qui sont très poussés dans la spiritualité, ils comprendront ce que c'est que mettre quelqu'un dans un cercle de sel. Oh mon Dieu, j'ai reçu des sensations, j'ai ressenti des sensations que je n'ai jamais ressenties dans ma vie. Picotement, affaiblissement des genoux, le corps qui fait mal, les courbatures qui reviennent, donc à peu près tout ce que je ressentais dans la voiture quand je venais. Je suis tellement déjà mal que je veux même m'accroupir, je ne tiens pas debout dans le cercle. Elle me dit reste debout, on engage à prier juste à 20h. Elle ne fait que crier sur moi, elle prie sur ma tête, elle prie. À moi à 20h, elle a dit elle est fatiguée, on va continuer demain.
je dors, je ne sais pas où je me retrouve. Là, toute la nuit, là, je ne sais pas où je me retrouve. Après, elle me dit, j'espère que tu n'es pas pressé parce que la prière, ce n'est pas comme chez les praticiens, ça prend du temps. J'espère que tu n'es pas pressé. Je dis que maman, je suis là, aucun enfant ne m'attend à la maison. Si ça peut m'enlever, du coup, je me couvre. On continue. Pendant des jours, on est dans les séances de prière, on est dans les lavages avec les bains, les encens. On est à la fin de l'année, de décembre 2023. Un matin, elle se lève et dit, elle voyage. Elle prend son sac et passe en crier. Elle me laisse les séances de prière que je dois rester faire et les bains que je dois utiliser. Je finis dans l'après-midi. Je commence à laver mes petits habits que j'étais parti avec Cavaille Boulevard. Le palu me reprend encore. Nous sommes le 31. Non, nous sommes le 30. Entre le 29 et le 30. Je me rappelle même plus bien de la date. On va bientôt fêter le réveillon. Je pense que c'était au 30, oui. C'était au 30. 30 après-midi. Un palu indestructible m'arrête. Je ne comprends pas ma tête. Je finis, je force quand même à finir de rincer mes habits, je les sèche. Quand je finis de sécher les habits, je ne tiens plus debout. Je rampe presque pour aller dans la chambre me coucher. Étant là-bas, je colote, je sens mon corps est glacé. Donc c'est glacé, ça chauffe, les frissons, la chair de poule. Je commence à prier dans le cœur que ouais, ta fille, si tu as commencé à travailler sur moi maintenant, tu as voyagé. Quand tu me laisses comme ça maintenant, je sais que qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, je n'ai pas les yeux pour voir. Je prie dans le cœur. Donc de temps en temps, sa maman vient me regarder dans la chambre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle aussi, elle engage, elle est dans la prière avec moi, elle engage. À un moment, je suis à bout, je dis que ouais, la fille, c'est pardon, viens. Je commence à parler dans mon cœur, pardon, viens. Moi, je ne sais pas qu'au moment où l'attaque a commencé, elle a pris la route, elle est revenue. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je dis 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?